Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En 1974, Lyndon James McLeod naît au sein d'une famille militaire. Il passera la majeure partie de son enfance à l'étranger avant de revenir aux États-Unis et de vivre dans plusieurs États différents. Il fréquente un lycée dans l'Ohio avant de déménager dans le sud du Texas. À l'âge de 20 ans, il se retrouve dans une secte et visiblement, il a rejoint cette secte grâce ou à cause de sa petite amie de l'époque pour qui il vouait une obsession maladive. Cette dernière l'a ensuite quitté pour un autre homme et fun fact, si je peux dire ça comme ça, le slogan de la secte était Quit bitching, start a revolution. Vous ne trouvez pas que c'est approprié à la situation ? À la fin des années 90, il s'impose comme un homme aimant le rock, les grands espaces naturels extérieurs ainsi que la moto. Il est réellement passionné par les motos et cette passion a failli lui coûter la vie. Il se retrouve dans un accident, il a été percuté, donc il finira à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Il a failli y rester. Ce n'est pas tout, puisque pendant et après sa convalescence, il devient dépendant aux opioïdes. Ce n'est pas rien. En 2004, il déménage à Denver dans le Colorado et c'est tout ce qu'on sait. En réalité, on ne sait pas trop ce qu'il a fait entre les années 90 et l'année 2004. On sait seulement qu'en 2004, il commence à travailler dans l'industrie du cannabis médical et il travaille sur North Holly Street. Je vais pas vous le cacher, avec ce travail, il se fait un max de fric. Donc il y reste tant qu'il peut. Sauf qu'en 2013, il est mis à la porte. Pourquoi, me direz-vous ? Tout simplement puisqu'il a menacé un de ses employés avec un pistolet. À ce moment-là, il avait un poste de direction. C'est pour ça que je vous dis qu'il avait des employés. Il rencontre ensuite Jeremy Costello. Mais qui est Jeremy Costello ? Jeremy Costello, c'est un tatoueur. McLeod vient le voir car il souhaite avoir un nouveau tatouage. Il faut savoir que McLeod adore les tatouages, qu'il en a partout sur le corps. Au moment où il se fait faire ce tatouage par Jeremy Costello, les deux hommes se lient d'amitié. McLeod, à ce moment-là, il n'a aucune idée de comment un magasin de tatouage doit être géré, mais ça, c'est pas un problème pour lui. Et donc, il décide d'investir tout son argent, je dis bien tout son argent, pour ouvrir un magasin de tatouage. Alors qu'il n'y connaît rien. Et ça, il l'ouvre avec Jeremy Costello. Le mec crée une nouvelle entreprise, il investit tout son argent dedans avec un mec qu'il connaît à peine. Vous pensez réellement que ça va bien se finir cette histoire ? Spoiler ! Nope. Avec ses employés, McLeod est horrible. Il est agressif, sans compassion et il est même sexiste envers toutes ses collègues féminines. Ça donne drôlement envie de travailler avec lui. En bref, tout le monde le déteste. Il est très misogyne, il pense que les femmes sont inutiles, qu'elles n'ont aucun droit de parole et aucun droit de décision dans quelconque choix important. Yes ! Inutile donc de vous préciser qu'il n'arrive pas à garder de relations amoureuses. A contrario de cette personnalité rebutante, cet homme est extrêmement sensible et rancunier. Concernant son business, il ne sait absolument pas gérer ses finances, donc en 2015, il ferme le salon de tatouage. Effet boule de neige, il arrête son amitié avec Jeremy Costello. Enfin, il arrête. Ça détruit son amitié avec Costello. Dans un reportage, il explique qu'il avait un business très prospère, qu'à l'âge de 33 ans, c'était un entrepreneur, qu'il gagnait bien sa vie, puis qu'il est passé du tout au rien en un mois et que son business a fait pouf et il s'est effondré. Et donc, il était ruiné. Il a même dû vendre ses actifs, sa maison. Et là, ça a été la débandade puisque sa famille, sa fille, ses amis lui ont tous tourné le dos. Il sombre petit à petit et prend une décision radicale. Il part s'installer dans un petit village dans les montagnes situé à l'ouest de Denver. Comme il a peu d'argent, il construit lui-même sa maison et il le fait à partir d'un conteneur. Tout au long de la construction de sa maison, il poste régulièrement pour montrer l'avancée. Déjà qu'il a coupé les ponts avec beaucoup d'amis et sa famille, alors là, le fait d'être isolé, ça n'arrange pas du tout les choses et il est en proie à des pensées de plus en plus sombres et d'un tout autre niveau. Il est aussi beaucoup plus expressif concernant sa rancœur envers les femmes, il ne fait plus aucun effort et ne montre aucun signe de respect envers elles.
il décide de se mettre à écrire. Et il écrit sous le nom de Roman McClay. Il sort une série de 3 livres qui s'appelle Sanction Book. Ça annonce la couleur. Et chose assez flippante, son personnage a exactement la même histoire que lui, en passant par sa naissance, par le travail qu'il a effectué dans l'industrie du cannabis médical, mais également par son échec avec le magasin de tatouage. Mais le plus horrible, c'est qu'à un moment donné, son personnage se lance dans une série de meurtres qui durera 6 mois, qui fera 46 victimes, et les victimes sont toutes des personnes qui lui ont fait du tort dans le passé. Pour certains, il s'agit seulement d'un livre. En effet, il existe des auteurs qui racontent des histoires de tueurs en série qui sont totalement fictifs, donc pourquoi lui serait une exception? Cependant, pour d'autres, il s'agit de gros red flags. Quand on connaît ses antécédents, on peut que se dire que là, c'est red flag, faut faire quelque chose. Grâce à ses livres, il acquiert une petite notoriété, si bien que des sites web et des forums s'intéressent à lui. Alors ce ne sont pas n'importe quel site web et forum, ce sont des sites web et des forums qui prônent la misogynie et la masculinité. Lors de certaines interviews, il se fait même passer pour la victime, disant que sa famille et ses amis l'ont abandonné et que maintenant, au sein de cette nouvelle tribu, il les appelle tribus, il se sent beaucoup mieux. Il dira notamment qu'il les sent très loyaux envers lui et il ne parle pas de n'importe quelle loyauté, il parle d'une loyauté qualifiée de suprême. Lors de plusieurs podcasts et interviews, il dit qu'il est en proie à de nombreuses idées qui sont mauvaises, il en est conscient, il n'en est pas fier, cependant il ne peut pas les contrôler. Il parle certainement de ses pensées sombres qu'il retranscrit dans ses livres. À noter que les autorités locales le connaissent, savent que c'est un homme extrêmement perturbé et en plus de ça, ils ont déjà été appelés pour violences domestiques. 11 fois précisément. Et ce sur une période de 4 ans, de 2012 à 2016. Il a même déjà proféré des menaces de mort si violentes que le FBI en personne est venu, s'est déplacé jusqu'à chez lui. Wow! Faut wake up là! Il y a un type qui est bizarre, qui vit seul, qui est en proie à des idées mauvaises, qui écrit des livres où il décrit des tueries. Qu'est-ce que vous foutez? En 2020, lors d'un podcast, il décrit sa personnalité comme étant si extrême qu'il est comme les chiffons huileux qu'on laisse dans le garage à proximité d'une source de feu. C'est-à-dire qu'à tout moment, il explose, il pète un câble, il fait n'importe quoi. Selon lui, il est soit une bête, soit un philosophe et il ne vit pas pareil dans ce monde qu'il qualifie de trop normal pour lui. En ligne, il continue d'être violent verbalement parlant, disant que l'application de la loi et des normes sociales protège les faibles par rapport aux forts. Il profère aussi une menace en disant que les faibles feraient mieux de boucler leur ceinture car la merde va devenir réelle. En 2021, il déménage pour vivre avec 2 de ses fans. Là où ça devient bizarre, les 2 fans qui vivaient avec lui ont décidé de le virer de la colocation puisque selon eux, il devenait beaucoup trop instable. Vous imaginez? Des fans de lui, donc qui sont tout aussi extrêmes que lui, décident de le virer. Donc ça veut dire qu'il a passé un stade là dans la folie et dans l'instabilité qui est incontrôlable. Il a une nouvelle partenaire qui s'appelle Anne et avec cette dernière, il commence à filmer des clips pour son prochain film. C'est un film autobiographique, vous vous en doutez certainement, et il s'appelle Cheval de guerre. Au bout d'un moment, le côté sombre de McLeod ressort, il se met à frapper Anne et donc cette dernière, elle réagit plutôt bien puisqu'elle demande un break. Elle rentre chez elle à Salt Lake City. De son côté, McLeod y vend son van et sa moto, il se fait 20 000 $. Anne, elle regrette sa décision puisqu'elle est complètement amoureuse de lui, et donc elle décide de l'appeler, sauf que ce dernier ne répond pas. Bah oui, t'as voulu arrêter avec lui, tu crois vraiment qu'il va te laisser revenir? Peu de chance. En hiver 2021, il recommence à consommer énormément de drogue. Bon, à noter qu'il n'avait vraiment jamais arrêté depuis son accident, il était complètement dépendant, mais là, c'est de plus en plus. 2 jours après Noël, le 27 décembre 2021, il est un petit peu avant 17h25 lorsqu'une voiture noire se stationne à côté d'un magasin de tatouage qui s'appelle Soul Tribe. Quelques secondes plus tard, le conducteur sort de sa voiture, il est armé, il entre dans le magasin et il ouvre le feu.
Alicia Cardenas et Alyssa Gunn Maldonado sont tuées sur le coup. Jimmy Maldonado reçoit une balle, mais il s'en sortira. Il sort du salon de tatouage et se rend en voiture à 6 minutes de là, sur la 6e avenue, à côté de Bannock Street. Oui, et alors? Eh bien, c'est là que vit Jeremy Costello. Vous vous rappelez de lui? C'était son ami tatoueur. Enfin, un ami éphémère quand même. Habillé en chauffeur-livreur, il sonne à la porte, c'est la femme de Jérémy qui lui ouvre. Mais là, elle a un instinct, elle se dit, c'est bizarre. Il est 17h30, on n'attend pas de colis, on n'attend rien. Qu'est-ce que ce chauffeur-livreur nous veut? Forcément, il demande à voir Jérémy. Elle lui dit qu'il n'est pas là. Ça va lui sauver la vie. Parce que Jérémy, il était bel et bien là, il était dans la pièce à côté en train de manger. McLeod s'en va, vu qu'elle lui a dit qu'il n'était pas là. Puis, il revient quand même 10 minutes plus tard, cette fois-ci avec un marteau. Et là, il enfonce toutes les portes, il est à la recherche de ce Jérémy, il tire aussi des balles. D'ailleurs, il y a des balles qui sont passées juste à côté du berceau, puisque Jérémy et sa femme avaient un enfant. Et eux, pendant ce temps-là, ils s'étaient enfuis par une porte latérale, ce qui leur a sauvé la vie. Quelques instants plus tard, le camion de la famille prend feu. C'est probablement McLeod qui venait d'y mettre le feu. McLeod continue sa course meurtrière. À 17h45, il est à côté de Cheeseman Park et il est devant la maison d'un certain homme qui meurt dans son livre. Cet homme, c'est Michael Swinyard. Lorsque McLeod arrive devant chez lui, il enfonce la porte et il tire sur Michael, ce qui le tue instantanément. Seulement 12 minutes plus tard, à 17h57, une caméra de surveillance enregistre une vidéo de McLeod, enfin de la voiture, se garant à côté d'un salon de tatouage. Salon de tatouage situé sur la West Colfax et qui se nomme Lucky 13. On le voit entrer dans le magasin et ressortir seulement 10 secondes plus tard, après qu'il ait tué Daniel Schofield. C'est aussi un homme qui lui a fait du tort dans le passé. Ensuite, il se rend dans un bar dans le but de prendre un verre. Comme il n'a pas envie d'attendre, qu'il est pressé, qu'il est enragé, il passe derrière le bar, il se sert le verre lui-même. Le bartender voit ça et il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Une dispute éclate entre les deux. McLeod lui pointe une arme sur la tête. Le bartender il dit « Ok, c'est bon ». Et ensuite, juste après ça, il s'en va. À 18h04, les policiers localisent McLeod ainsi que sa camionnette. Il est au niveau de la banque Wells Fargo, dans le quartier commerçant de Belmar. McLeod ne veut pas se laisser faire, il tire sur les policiers. Ces derniers répondent, une fusillade éclate. Ensuite, McLeod s'enfuit, il arrive à échapper à la fusillade et il se rend dans l'hôtel Hyatt. Et là, quand il arrive à l'hôtel, il tue la réceptionniste. Visiblement, ce n'était pas prévu, sa Rastek était un dommage collatéral. Je crois qu'il a pointé son arme et il a tiré. Enfin, c'était pas un meurtre qu'il avait prévu. C'était, elle était là et voilà. Ensuite, il se rend à l'intersection de la rue South Vance et de l'avenue West Alaska. Il tombe sur l'agent de police Ashley Faris. Cette dernière lui ordonne de poser son arme, ce qu'il, vous en doutez, ne fait pas. Au lieu de ça, il lui tire dessus, il lui tire dans l'abdomen. Elle riposte et elle le tue sur le coup. A noter qu'après ça, elle a été paralysée à un moment de la jambe droite, donc il a dû lui tirer en bas de l'abdomen au niveau de la droite. Bien sûr, maintenant elle remarche, mais voilà, elle s'en est sortie, mais quand même avec des séquelles. La communauté des tatoueurs est choquée car les crimes semblaient fortement visés. Lorsque le lendemain, les gens découvrent le visage de ce tueur, ils ne sont absolument pas choqués de voir McLeod. Et c'est certainement là le pire car on se dit que peut-être ils auraient pu faire quelque chose pour éviter ces tueries. Les autorités ont bien dû se retrouver bêtes car les colocataires les avaient prévenus, ils avaient été appelés aussi pour des violences domestiques et au final ils n'avaient rien fait de plus que ça. Les colocataires avaient même raconté à la police que McLeod avait prévu d'attaquer Denver avec un lance-flamme. Il y a un homme qui s'appelle Andrew Thiel qui s'est plaint à la police de Denver. En plus de ça, il s'est aussi plaint au FBI et il a également prévenu les autorités allemandes. Il a même créé un document retraçant toutes les menaces proférées par McLeod. Ce document contient 9 pages et cela a été fait 1 an avant la tuerie. Ce qui est très bizarre aussi, c'est que tout était écrit dans les livres. C'est juste que les personnes ne l'ont pas forcément pris au sérieux puisqu'ils se disaient que certainement ce héros du livre était juste une fiction. Le comble quand même est qu'il ait été tué par une femme, lui qui les détestait tant. Le 27 décembre, le jour de sa mort, Anne reçoit
les droits de ces 3 livres, ainsi qu'un film de 47 minutes appelé Cheval de guerre. Comme s'il avait prévu qu'il allait être tué ce jour-là. D'ailleurs, pour le film, vous pouvez retrouver des images sur internet. La personne qui a acheté la maison de MacLeod à Denver a dit à la police que lorsqu'il a acheté la propriété, il a trouvé des crânes d'animaux éparpillés un petit peu partout et que derrière certains murs, il y avait des coffres forts. Parmi les 5 victimes, Michael Swinyard et Alicia Cardenas meurent également dans son roman. D'ailleurs, on peut se demander qui est Alicia Cardenas. Eh bien, le nom de Lyndon MacLeod était sur des documents administratifs liés à un rachat d'un local. Local racheté par Alicia Cardenas, propriétaire d'un salon de tatouage. Ce qui explique que selon Lyndon MacLeod, Alicia Cardenas lui avait fait du tort dans le passé, donc il l'a citée dans le livre, il souhaitait la voir morte. Et donc c'est pour ça qu'il l'a tuée dans la vraie vie. Voilà, c'est la fin de cette histoire, plus récente que les autres histoires puisqu'elle date de seulement 1 an. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires, je lis tout, donc dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.